Oh purée. Par contre, tu vois, celle-là, elle est très drôle, celle-là. Celle-là, Je sais que c'est impopulaire de dire ça, mais j'en ai rien à foutre. Oh là là, rien à foutre. Principe de base. Ah ouais. Elle vit dans quel monde? Elle vit dans des films bizarres, hein. Bienvenue dans le nouvel épisode de CKR. Kevin Razi, toujours là pour vous servir. À mes côtés, Dr H. Ça va, Hamza? La forme, et toi? Trop content. Bah ouais, ça va. Trop content. Là, je sors du théâtre. Ouais. Tout juste. Ça s'est bien passé. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Ça me ferait trop plaisir. Je suis là jusqu'au 30 juin. Ouais, il faut. Comme d'habitude, on est bien entouré. Il y a ma chérie Gaëlle Cani-Cagnan à la réalisation et au montage. Le showrunner Mourad Mokadem. Ouais. Et Mani à la sieste qui est là aussi. Merci à tous ceux qui nous envoient de l'amour et du soutien dans les messages, dans les commentaires. Vous prenez le temps d'écrire, donc on prend le temps de vous remercier, c'est super important. Petite faveur pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Deezer, si vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Et vous abonner sur Apple, je crois que c'est important sur Apple parce que c'est comme ça que vous ne loupez aucun épisode parce que je crois qu'on peut pas noter si on n'est pas abonné chez Kevin Razi sur Apple Podcast. Donc continuez et de liker, de suivre de partager la page YouTube. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints, là, les subscribers qui nous donnent de la force. Ça c'est trop gentil. On en a 9. Attends, ça augmente de fil en aiguille. Notamment un Florian qui nous a en plus acheté un super thank. Donc il a lâché 2 € juste pour dire merci. Donc là, franchement, c'est classe. Merci 1000 fois. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le subscribing, c'est quand tu arrives sur la page avec l'ordi, hein, sur le portable ça marche pas, avec ton ordinateur, ouais, sur l'ordi de bureau, tu vas sur la page YouTube chez Kevin Razi et il y a écrit s'abonner et rejoindre. Rejoindre, ça nous permet, ça a un abonnement de 5 € par mois qui nous permet de financer tout ce que vous voyez, de gagner petit à petit en indépendance pour pouvoir balancer de plus en plus de contenu. Et vous avez accès aux épisodes avant tout le monde, 24 heures avant, et surtout, parce que ça y est, c'est officiel. Je croyais qu'on pouvait chatter ensemble avec les membres du pack HMD, mais en fait, on peut pas on peut le faire que en live. En chat pendant les lives. Donc nous, on a fait un télégramme que notre showrunner tient d'une main de maître et vous participez aux réunions c'est vraiment les conférences de rédaction quoi, de CKR où pendant toute la semaine vous voyez tous les trucs que Mourad va partager et que nous on peut aussi agrémenter et vous avez le droit de commenter. Donc pour avoir ce privilège, il faut prendre le pack HMD minimum et si vous nous faites kiffer, c'est le pack FYM. Là, celui-là, il a 14,99. J'avoue, c'est cher, mais alors là, après là, je peux vous dire, on part loin. Là, on lâche tous nos jobs respectifs. Alors, il y a eu... On va réagir... On va pas trop réagir, que la dernière fois, on s'est un peu fait kiffer. On va lire les commentaires que vous avez laissés. C'est très, très, très gentil de votre part. On lit aussi les commentaires qui sont pas trop gentils, mais c'est pas grave parce que ça fait avancer. Moshi. C'est rigolo. Bah oui, et puis, ouais, et si ça fait pas avancer, c'est rigolo. On a beaucoup d'humour. Il y a Moshi qui dit « Merci à vous pour la qualité de vos émissions. » Oh, merci. J'adore la diversité des sujets abordés. Votre duo est super complémentaire et la production est vraiment aux petits oignons. Sartek, la production. Force à vous tous. On n'oublie pas l'équipe derrière la caméra et le chat qui mérite un statut de showrunner également. Désolé Mourad, il y a Mani qui va prendre ta place. Il y a alors déjà merci beaucoup Moshi, ça fait trop plaisir et au nom de toute l'équipe aussi parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Il y a Bibi la Daisy qui dit quel kiff. Je passe tout le temps de la vidéo à hocher la tête comme les figurines des chiens dans les voitures. Trop bien. Keep preaching. Merci à vous. Merci beaucoup. Trop bien. Ouais, ça fait plaisir. On va continuer. Hein. Et il y a quelqu'un qui est revenu sur le sujet du diplôme d'état de prof de danse de hip-hop parce que ça a fait beaucoup jacter. Parce que c'est passé. Et c'est passé. Parce que c'est passé. Parce que, évidemment, en fait. C'est passé. Ouais, voilà. C'est passé, malheureusement. Là, no comment. No comment, voilà, c'est ça. Il y a Onizuker qui a dit dans le milieu de la danse, c'est la panique, c'est une honte parce que la danse hip-hop est une histoire de transmission horizontale où l'échange et la confrontation à l'autre sont source de progression et de légitimité. Mais comment c'est au prochain JO comment comme c'est au prochain mais JO. Comme c'est au prochain JO, il faut réglementer ça vite fait. Oui, parce qu'ils voulaient mettre à l'honneur le hip-hop parce que le hip-hop va être intégré au JO. Ah ouais. Et du coup, ils ont voulu. Donc il y a des trucs de convention, voilà, machin. Ouais. Okay. Mais de toute façon, on en a pas trop parlé la dernière fois, mais certains disaient oui que c'est peut-être un peu nécessaire ou que des fois machin, mais en réalité. Là, tu sais que dans des bouquins qui n'ont rien à voir, par exemple sur des études sur l'analyse de discours, la linguistique, etc., on considère que tous les arts qui ont été institués en diplôme, etc., ont perdu leur âme, en fait. Hein. C'est bien. En gros, c'est bien. Vous kiffez le truc dans le conservatoire et tout, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, ça perd littéralement son âme et sa spontanéité et ce côté intuitif. Et donc, le hip-hop, c'est tellement ça, comme justement un art qu'il est,
Donc c'est très triste. Ça, c'est vraiment très très triste. Mais j'ai aimé, il y avait des commentaires, j'ai trouvé ça sympa, qui disaient bon, bah, on va inventer le hop hip en fait. Et puis voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon, on est tranquille. Et c'est pas con, parce que c'est ce qui va se passer, en fin de compte. Bah oui, c'est toujours ce qui va se passer. C'est ça, un éternel renouvellement. Exactement. Et d'une contrainte va naître une nouveauté. Non, mais c'est vrai. Avant de vous lâcher la petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, je voulais juste vous rappeler que, alors, on a plein de livres, comme d'habitude. On va commencer par les nôtres. Hein, on se fait notre petite auto-promo, évidemment. Il y a le livre Fake News, évite de tomber dans le piège, qu'on a écrit. C'est notre premier livre qu'on a écrit avec Hamza, qui parle des fake news. C'est à destination des jeunes, mais en vérité, même les moins jeunes aussi. Ça te permet d'apprendre à ce qu'est une fake news et comment éviter de tomber dans le piège. Édition La Martinière Jeunesse. J'ai jamais compris pourquoi à la télé, ils disaient toujours les éditions. On a Science Flix avec Hamza et Annès, qui nous a rejoints sur cette aventure. Enfin, c'est plutôt moi qui les ai rejoints. C'est parler des sciences humaines à travers les séries télé. On va mettre les liens dans la description, vous inquiétez pas. Et là, c'est Alexis Michalik, Passeport, le livre qui est tiré de la pièce du même nom dans laquelle je joue et qui est au Théâtre de la Renaissance à Paris pour ceux qui veulent passer du mardi au dimanche. Je compte sur vous. Trop bien. Et pour finir avec la promo, évidemment, derrière la caméra, on a Gaël Kanikanian qui a sa chaîne YouTube, Mask Off. Et c'est des interviews d'athlètes qui font tomber le masque pour montrer qui ils sont et montrer aussi les moments difficiles que les athlètes peuvent traverser. Prochaine vidéo, c'est avec le joueur de foot US français qui s'appelle Tony Anderson et qui est passé par la NFL. Donc parcours ultra intéressant parce que vous allez voir que aller jouer aux États-Unis, c'est le rêve américain, etc. Mais il y a plein de galères. Ouais, j'imagine, ouais. Ne serait-ce que les bails de visa, les trucs comme ça. Vous vous rendez pas compte que ça se joue à une note près, à un mail près. Enfin, c'est une galère. Donc, allez suivre fort. Petite news HMD, Alhamdoulilah. C'est un peintre indien de 45 ans qui a perdu ses 2 mains dans un accident de train et il a reçu une greffe de main bilatérale à New Delhi. En gros, l'opération est un succès parce qu'il y a une femme en fait qui est décédée récemment et qui souhaitait faire le don de ses organes et qui a pu donner ses avant-bras et puis maintenant il en a. Voilà, je trouve ça ouf. Je pense que c'est. Je crois qu'ils avaient déjà fait ça, mais les 2 c'est une première. Ouais, les 2, ouais. Les 2 c'est une première, c'est ce qui me semble. C'est impressionnant. C'est ouf. Et c'est pas des Playmobil, hein. Mais comment ils raccorder des terminaisons nerveuses et tout. Les terminaisons nerveuses, les vaisseaux, etc. et tout. C'est les tendons et tout, franchement c'est du travail. Ah ouais, c'est impressionnant. T'imagines même la sensation que tu dois avoir aussi quand pendant longtemps t'as pas eu de membres et qu'après tu les retrouves. À ce qui paraît, tu sais, les terminaisons nerveuses, elles continuent de travailler comme si elles existaient. Le membre fantôme, tu ressens en fait parfois la douleur sur le membre qui a été amputé parce que en fait non mais c'est une dinguerie. Il y a une technique là, un médecin qui avait trouvé la technique de mettre un miroir pour te faire enlever la sensation du membre fantôme. C'est de mettre en fait le membre qui est toujours là en miroir et de montrer en fait en le touchant que il a perdu le membre. J'ai oublié le procédé, mais c'est un truc de fou. Ah putain, je connaissais pas ça. Ah ouais, c'est le cerveau. Hein. Et il y a eu des petits commentaires qui sont dans notre sens. Hein. Lalita qui dit « Je trouve ça fou, c'est incroyable qu'ils arrivent à tout reconnecter comme ça. » Il y a Isma qui dit « Ça me dégoûterait d'avoir des bras d'une personne morte. » Mais psychologiquement, il y a un truc, attention, c'est pas facile. Hein. Et puis il peut y avoir des rejets aussi. Oui, dans les greffes, mais même on sait que psychologiquement, c'est vraiment pas un truc simple. Que ce soit pour les membres extérieurs ou même les membres intérieurs. Ah ouais, d'accord. Pour les membres intérieurs, c'est un peu plus subtil évidemment, mais pour les membres extérieurs, pour le truc du visage et tout, il y a un accompagnement psy. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Hein. C'est vrai. Il y a Fabicho qui dit la chance qu'il a, mais respect quand même à la femme décédée qui lui a donné ses bras, évidemment. Ouais. Ça, c'est fort. Et il y a quelqu'un qui a mis une connerie, ça m'a fait rire. Adieu Gabi qui dit il est arrivé en ambulance, il pourra rentrer en stop. Très très drôle. Avant d'attaquer le mezzé, des petites news à partager, je voulais vous parler d'un truc qui m'a interpellé tout à l'heure. On a fait un brunch chez ma sœur. Et il y avait mes cousines qui étaient là et moi j'ai des cousines qui sont pas françaises et qui sont en cours de naturalisation. Elles sont mauriciennes et donc il y a une de mes cousines qui me dit j'ai fait mon entretien pour la naturalisation, ils m'ont posé plein de questions et tout, et alors tu sais quoi, alors en plus elle me fait trop rire parce qu'elle est du nonchalance et tout, et puis elle s'en bat tout, en fait elle s'en bat un peu les couilles, elle avait pas envie de faire semblant, d'accord. Et donc, à un moment, la nana, tu sais ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la laïcité, etc. Si vous voyez une femme qui porte le voile, vous en pensez quoi ?»
Ils lui ont posé ça en truc de naturalisation. Ah, j'essaie de chercher le... J'essaye de trouver le lien avec... Et donc, ma cousine, elle répond quoi ? Elle répond, s'il y a une personne qui met le voile, c'est son problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je m'en fous, moi. Elle fait... non, et elle dit je m'en fiche, et la nana lui a répondu non, on s'en fiche pas, parce que c'est pas le principe de la France. Ah, non, mais c'est pas une dinguerie. C'est abusé. C'est une dinguerie. Ah ouais, ça va trop loin. Genre, dans ton processus de naturalisation, on te demande qu'est-ce que tu penses des femmes qui portent le voile, alors que le principe même de la laïcité 1905, c'était de protéger les gens qui puissent vivre leur religion tranquillement. Ouais. Et là, t'es en train de dire, est-ce que ça vous choque ou pas ? Mais les baisers du cerveau, là. Peut-être envie de dire, mais du coup, ça vous avez un problème avec une femme retraitée catholique qui porte encore le foulard dans son village de la bonne vieille France ? Je sais pas, ça vous dérange ? Expliquez-moi, en fait. Ouais, les bonnes sœurs, du coup. Pas que les bonnes sœurs, en plus. Hein. Non, parce que tu sais que jusqu'à même très récemment, c'est-à-dire jusqu'aux années 70, début 80, on se couvre quand on va à l'église. Hein. Je parle des femmes. Hein. D'ailleurs, alors, les hommes se découvrent aussi, mais les femmes se couvraient. Et moi, j'ai même des amis, retraités certes, mais qui m'ont parlé, qui m'ont dit oui, non, nous, on mettait quand même un petit foulard et tout ça quand on allait en église. Donc c'est du hors sujet absolu, mais absolu en fait. Franchement, ça m'a dégoûté. Super, c'est ça. Bon, en tout cas, elle a pas voulu jouer. Après, ils lui ont dit qu'est-ce que vous pensez de Emmanuel Macron. Elle a dit franchement, moi je l'aime pas trop. Elle a rien compris. Attends, qu'est-ce que je dois mal répondre ? Là, d'accord, très bien. Je vais donner la mauvaise réponse. Vas-y, balance la question. Mais déjà, c'est une dérive, ça. C'est une démocratie, non ? Je sais pas. Bon, nous, on a fait un sujet là-dessus. Mais, on a une petite idée. Mais c'est gênant. Qu'est-ce que vous pensez de notre guide suprême bien-aimé qui ne fait jamais caca ? Enfin, c'est quoi le projet, en fait ? Non, franchement, ça m'a dégoûté quand elle m'a raconté ça. Ah ouais, elle m'a dit, écoute, moi, je suis resté elle s'en foutait. Elle a dit, j'ai répondu ce que j'avais envie de répondre. Et puis voilà, tant pis. Hein. Mais tiens, les Français. voilà. C'est bien français, ça. Mais bon, voilà, bref, en tout cas, ça m'a dégoûté. C'est abusé. Medze, petite news à partager avant d'attaquer le sujet principal qui sera le Ramadan. Et on va vous expliquer pourquoi on en parle, parce que déjà, ça va commencer. Mais au-delà de ça, ça implique énormément de choses, surtout quand on est en France. Mais petite news à partager. Alors ça, cette news qui m'a fait trop de peine, le décès du mangaka Akira Toriyama, qui est la légende qui a créé Dragon Ball Z. Dr Slump aussi. Dr Slump, sacré professeur. Slump, tu es un phare, c'est vrai. Il a Dr Slump aussi. Puis il en avait fait un autre, je pense. Oui, j'oubliais, c'est vrai. Il avait même fait il avait fait la DA d'un jeu vidéo qui était sur PlayStation 1, qui c'était Tobal numéro 1, un truc comme ça. Ah oui, c'est un jeu de combat, mi-combat, mi-aventure, j'adorais. Ah, c'était bien ça. Et puis il a dû faire d'autres trucs après, mais bon voilà, Dragon Ball Z, voilà. Et si tu veux, Libération a fait une couverture pour la mort d'Akira Toriyama. Ah oui, ignoble. Et en fait, Libération, alors, ils ont l'habitude de faire des hommages pétés. Voilà, c'est la ligne éditoriale de Libération. Quand quelqu'un décède, on va faire un hommage pété avec des jeux de mots. Là, par exemple, pour Akira Toriyama, ils ont mis Sangoku petit, et à côté, ils ont mis Dragon Ball Dead. Et en dessous, ils ont écrit « Réunir les 7 boules de cristal et parler à un dragon ne pourront rien y faire. Le génial créateur du manga est mort. » Pourquoi tu dis ça ? C'est nul. Pourquoi tu dis ça, en fait ? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Non, mais c'est nul. C'est extrêmement mauvais goût. Tu vois le genre de journalistes là, qui veulent se prendre pour des écrivains, qui pensent qu'ils vont avoir des Pulitzer et qui se disent « Oh, je suis une plume un peu acerbe et tout. » Mais range ta plume, franchement, c'est éclaté. Et c'est pas le moment. Enfin, mais non. C'est très, très nul. Et au début, je croyais que c'est parce qu'en fait, ils prenaient Dragon Ball Z pour un sous-genre, ça faisait rire de singe et tout ça. Et donc, j'allais partir sur un angle « Ouais, vous respectez pas, machin. » Mais en vrai, ils font ça tout le temps. Par exemple, quand Jane Birkin est morte, enfin, ils en ont pas fait trop de caisses, mais ils ont mis sans Jane. Sans gêne, voilà. Très drôle. Oh là. On se fend la poire. On est dans l'échelle Charlie Hebdo, on est à 3. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. 7 étant le max. Et Robert Badinter, quand il est décédé, ils ont mis peine absolue. Ah ouais, d'accord, on est dans ce niveau-là, en fait. Non, mais et je les imagine en conférence de rédaction, ils doivent se sentir trop drôles. Les gars, là, je vais date ça, vous allez voir. Quand Joël Robuchon est mort, ils ont mis oh purée. Par contre, tu vois, celle-là, elle est très drôle, celle-là. Celle-là, non, franchement, ils sont top. C'est le mec qui a vraiment pas de conviction. Non, mais... Par contre, tu remarqueras un petit truc.
dans ce que tu viens de me montrer là. Ouais. On le voit pas, mais vous le verrez sûrement. Ouais, on mettra. Bah, dans tous les hommages, on voit les personnes à qui on rend hommage. Par contre, Akira Toriyama, c'est pas Son C'est Goku. pas Son hein. Goku. Non, Putain, c'est vrai. Je sais pas, je sais pas. Ce n'est pas un personnage de dessin animé, en fait, qu'on est en train de pleurer, entre guillemets. C'est vraiment, mais c'est parce qu'ils se sont C'est un dit... mangaka japonais qui existait dans la vraie vie. Ouais. En fait. D'ailleurs, ça aurait été même la bonne occasion, parce que la plupart des gens Personne ne connaissent pas. Oui, Et oui. Même moi, C'est- en vérité, j'avais oublié qu'il C'est avait... ça. Parce que je connais plus son dessin de lui, qui mettait tu sais, dans les mangas, il met toujours un petit dessin de lui. Exact. Je crois même qu'il était peut-être dans... Il s'était auto-dessiné... représenté dans Doctor Slump, peut-être. C'est possible, ouais. Ou dans Dragon Ball, je sais plus, mais ouais. Mais voilà, donc Ouais. c'est quand même gênant. De toute façon... En fait, voilà. c'est pas comme Hergé avec Tintin, parce que Hergé, il apparaît dans toutes les BD. Ah ouais? Ouais, il s'est dessiné, c'est un mec un peu long, blond. Oh, je savais pas. Ouais, Je savais pas. Ah, il est dans toutes les Putain, pourtant, j'en ai saigné les Ah, DVD. ouais. Bah, maintenant, tu te sens. Ah bah, tu t'en vas, tu vois. j'étais pas. Il y a eu pas mal de commentaires. Généralement, tous les gens sont d'accord avec nous. Ils trouvent ça honteux. Okomar qui dit ce mauvais goût. J'ai pensé un instant lire Charlie Hebdo. C'est la pire insulte du monde qu'on puisse faire, honnêtement. Ouais, vraiment, moi, je déteste Non. Charlie Hebdo. Non. Voilà, je le dis. J'aime pas du tout la ligne éditoriale et je trouve qu'ils sont nuls à chier. Là, sur l'avortement, ils ont fait une. Oh Franchement, non. elle était Oh non, dégueulasse. Je Ah ouais, déteste. non, Oh là là. Moi, je sais pas comment on fait, en fait. C'est une grande compétition de nullité. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est franchement, assez impressionnant quand même. Hein. Non, bref, on va pas. Un jour, on fera un sujet là-dessus. Ouais. Parce qu'en plus, moi, ce qui me vénère, c'est que maintenant, Charlie Hebdo, quand par exemple Guillaume Meurice, excellent Guillaume Meurice, Tout à fait. il avait fait Parfait, même. son sketch sur Netanyahou et qu'il s'était fait lyncher, il avait dit ah ben apparemment on a perdu l'esprit Charlie. C'est pas Charlie Hebdo, je sais plus qui de Charlie Hebdo. C'était Rhys. Il avait dit non mais par contre faut arrêter d'utiliser le mot Charlie Hebdo à tout va, nous on cautionne pas et tout. Ah bon ouais, d'accord. Ah bah, Ah bah, dis bon. donc. Ah bah, et C'est beau, ça. Je suis Il est où- Charlie. il est où, Charlie Il est où Charlie Bah, où est Charlie là Où est Charlie c'est- Là c'est la BD. C'est parti. Il est où, Charlie Là, il est avec des lunettes et le pull rayé. On l'a pas ouais. trouvé, là, tu vois. En galère, hein. C'est Ah ouais, alors là, il est plus là. Alors, mais c'est un truc de ouf, ça aussi. c'est sidérant. Non, mais. Non, mais c'est un truc de ouf parce que, genre, eux, ils ont le monopole de ce qui est transgressif Et ils ou ont cru pas. que Charlie c'était un totem d'immunité en fait. Bah, C'est eux, vraiment- ils sont dans Koh-Lanta, mon Ouais, frère. littéralement. Vas-y, C'est c'est un- bon. Non, nous Charlie on peut faire ce qu'on veut, on peut Ouais, faire des c'est représentations ça. dégueulasses. On a le droit, c'est l'esprit Charlie. Ouais. Voilà. Mais par contre, vous avez pas le droit, non. Il y a une voilà. certification, faut faire quoi? Faut Non, mais, adhérer à un club? De toute façon, moi j'ai toujours dit, et tu le vois, hein, la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, elle se rapproche de plus en plus de la ligne politique de l'État ou de la pensée dominante actuellement en France. Donc à partir du moment où de la satire se rapproche c'est plus de la de satire. l'idéologie de l'État, bah, c'est plus de la satire Bah pour oui. moi. Pour moi, c'est Absolument. plus de la satire. Et donc, tu deviens un bras armé de l'État plus qu'autre chose. Dans Donc, le en meilleur fait, des cas, posez-vous t'es un des bouffon questions. du roi, hein. Ou t'es un bouffon du roi. Donc, posez-vous des questions, en vrai. Et je sais que c'est impopulaire de dire ça, mais j'en ai rien à foutre. Oh là là, rien à foutre. Principe de base. Ah ouais, après, parce que justement, je suis Charlie, donc je peux le dire. Ah bah oui, hein, cousin, t'inquiète pas. Double caisse. Ouais. Double Kems. Contre Kems. Il y a une vague de ouf inquiétante d'infections sexuellement transmissibles. C'est l'article du Parisien qui en parle sur les chlamydia, les gonorrhées, les syphilis qui a déferlé en Europe. Hein. Et c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui en parle. Et c'est vrai qu'on est passé de la période Covid à se laver les mains, à se checker avec le coude, à avoir Alors je vois encore des gens au théâtre qui mettent le masque parce qu'ils se sentent malades et tout ça. Donc ça, je trouve ça très bien. Ou alors qu'ils ont peur de tomber malade. Et c'est cool, c'est rentré dans les mœurs. Ça, c'était quelque chose de très asiatique surtout. Oui, absolument. C'est vrai. Parce que nous, on voyait ça chez les touristes asiatiques quand ils venaient. Donc là, moi, je trouve ça cool quand il y a quelqu'un qui est malade, qui vient avec son masque, c'est respectueux. Tranquille. Tu te rappelles à l'ancienne, Mourad, quand on avait nos bureaux, là, on avait nos équipes, il y en avait certains qu'on adore, mais tu sais, ils venaient malades et ils forçaient, t'as envie de leur dire, mais cousin, c'est-à-dire, mais c'est pour montrer que genre, non, t'as vu, même si je suis malade, je suis là, t'as envie de dire, non, mais viens hop, en fait, parce que. Meurs chez toi, en fait, Ouais, hein, c'est mieux. Ouais, grave, parce que c'est pas cool. C'est pas. Ah, moi, c'est cool. pas mon esprit, ça. Ouais, moi, je suis pas dans les. Nous, avec Mourad, on n'était pas du tout dans l'esprit. Ah, c'est un soldat, il est venu au taf alors qu'il était malade. Nous, c'était plutôt. Ah non, tu vas pas bien. Ah, attends, j'ai les qui coule. Ouais, Mon lit est sympa. Tranquille, y a pas de souci. Donc ouais, faites attention. Bah du coup, faites attention, voilà, parce qu'effectivement, il y a pas que le SIDA, et peut-être que les gens sont en confiance parce que là, on entend qu'il y a de plus en plus d'améliorations dans tout ce qui est trithérapie, etc. Donc ils se disent ah bah ça y est, le SIDA maintenant on peut vivre avec. C'est pas drôle quand même. Hein. C'est pas, c'est des, pas drôle des du traitements. tout. Oui, c'est des Et traitements puis qui sont. faut pas l'abandonner. Hein. Faut. C'est à vie. Ouais, c'est à vie, mais quotidiennement. Faut rien lâcher. Hein. Ouais. Je sais plus combien de temps. Si jamais tu l'oublies, c'est pas super court, mais si tu l'oublies un certain temps, bah ça peut être ultra dangereux.
Et franchement, enfin, c'est pas en vrai, faut le dire la vérité, parce que les malades en témoignent. C'est pas amusant du tout de traîner une maladie, même si elle ne fait pas de symptômes manifestes, toute sa vie, en fait, jusqu'à la mort. Et non, c'est pas top du tout. C'est pas top du tout. Mais c'est vrai que sur le truc des IST, on l'a remarqué, on en parle pas mal en sociaux, où en fait les nouvelles générations, c'est vraiment un phénomène par rapport aux jeunes qui sont très insouciants sur ces questions-là. On l'a aussi beaucoup remarqué chez les jeunes gays qui sont de plus en plus inconscients parce qu'ils n'ont pas vécu le trauma en fait des premières années vagues. 80. Mais ouais, exactement, des premières vagues assez violentes de sida foudroyant qui touchaient. C'est limite pandémique. Oui, quoi. Oui, de ce point de vue-là, ouais, franchement. Et là, ils ont une sorte de double insouciance à la fois en termes de protection, mais aussi en termes de comportement, parce que ça va des fois dans des trucs extrêmes, comme ça, on commence à en parler, à la fois dans les centres de prévention, l'INSERM, etc., la santé publique, mais aussi chez les chercheurs, on est en train d'essayer de documenter ça, parce qu'on fait, ça commence un peu à partir en vrille, là, c'est bien, on peut vivre la vie, mais il y a des petites règles un petit peu quand même. Mais ça veut dire quoi? C'est que toutes les campagnes de prévention, elles sont mal faites, ou alors c'est parce qu'il n'y en a pas assez? Qu'est-ce qui touche le plus un jeune par rapport à la prévention sur les IST, etc. au final? Est-ce qu'on sait ce qui est plus facile? Est-ce que c'est parce que c'est pas les bons interlocuteurs? Peut-être que si ça avait été des questions, si t'as genre Michou, Inox, tu vois, des streamers qui s'adressent à leur public, ça passerait mieux que si c'est une campagne de l'État. C'est ça. On sait que ça marche. En vrai, même au début, c'est pas ça qui a marché. Ce qui marche réellement, faut dire la vérité, c'est quand tu es confronté à quelqu'un qui a eu l'expérience. Tu vois, quelqu'un qui vient qui dit j'ai eu le sida. Voilà. Et là, je suis malade encore, et machin, j'ai des trucs comme ça. Et j'étais avec un compagnon, il est mort. Tu fais, tu vois, moi, je pense que moi, perso, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis d'accord. On l'a vu même pour les accidents de la route. Tu vois, de voir quand tu vas voir des familles, etc. Franchement, c'est mieux que des affiches publicitaires. T'as raison. C'est un peu choc, c'est vrai, mais il faut dire que la vérité, c'est. En revanche, ça marche pas pour les clopes avec les photos dégueulasses sur les paquets. Non, ils s'en battent les couilles, les gars. Ils prennent leur paquet quand même. Grosse hypocrisie. Un jour, on en parlera de ça aussi, parce qu'en France, là, ils te mettent le paquet, c'est le cas de le dire. Comment on lutte contre ce truc-là? Ça, c'est un vrai sujet, ça. Parce que très important. Fumais-tu, une photo d'une gorge dégueulasse, paquet banalisé, et si, et ça et tout, frère, les gens achètent. T'attaques pas le vrai problème, en fait. C'est plus complexe que ça. Il y a la question de la prévention, et la question, parce que c'est clairement. Et puis le lobbying. Oui. Parce qu'en vérité... C'est un truc toxique, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça. C'est bizarre, le CBD, même le Red Bull, vous avez mis du temps avant de le valider en France, parce que machin... C'est marrant, ça, on est très précautionneux là-dessus. Ouais, précautionneux de ouf sur le Red Bull. Ok, tant mieux, ça veut dire qu'on a des normes et tout, mais la clope, vous savez pertinemment qu'il n'y a aucune bonne vertu. C'est juste du poison. Pourquoi vous... Tu sais, comme disent les addictologues, ils te disent que ce qui est affreux avec la clope, c'est que c'est une vraie addiction. Par contre, c'est vrai. Mais c'est vénère. C'est pas un truc que les gens disent c'est dans ma tête. Non. C'est une question de volonté. Il y a une vraie addiction, mais ce qui est terrible, c'est qu'à la différence de l'alcool, qui est également un très gros problème, c'est une addiction qui n'a même pas d'avantage, parce que l'alcool a un avantage oxylytique. Oui. En fait, c'est affreux, mais ça désinhibe. Mais ça baisse l'anxiété. C'est un antidépresseur en fait au grand public. C'est pour ça que c'est massivement consommé. Alors qu'il n'y a aucun effet sur de la clope. En fait, c'est le manque qui crée que tu crois que. C'est pour ça que c'est vide. Non, mais c'est pire. Tu te rends compte qu'ils ont réussi à vendre. Et à l'époque, ils faisaient des pubs pour dire fumer, femme enceinte, fumer. Vous verrez, ça. Tu sais, des mecs en blouse blanche et tout. Non, mais vous voyez les pubs sur Lina, c'est une dinguerie. Il y a eu plein de commentaires par rapport aux IST. Ryan qui dit on est puceau, rien à craindre. Olympique du Roi qui dit fallait vérifier les angles morts. Les angles morts, je sais pas. C'est quoi la ref? Fernand Lopez, le coach et manager de Cyril Gann, de Baki. Et en fait, quand il les entraîne, il dit tout le temps vérifie les angles morts, fais attention aux angles morts, les angles morts. Et donc Doumbé s'est beaucoup foutu de sa gueule. Ça. Sauf que maintenant, Doumbé, c'est les ongles morts. Il y a Laetitia qui dit passer la peur du sida avec l'arrivée des nouveaux traitements, les gens ne font plus attention, les MST et les IST ne sont pas considérés comme graves par les gens, alors que si. Alors mesdames et messieurs, faites-vous dépister et sortez couverts. Oui, c'est vrai, c'est un vrai tabou, par exemple même pour ceux qui ont un ou une partenaire stable, etc. Non, c'est bien de se faire dépister pour de vrai. C'est pas parce qu'il y a des trucs dormants. Oui, et c'est pas parce que la personne elle allait voir ailleurs qu'elle s'était pas protégée. Il y a des gens qui ont des trucs dormants, des virus dormants qui peuvent se révéler. Et il y a des IST qui parfois ne nécessitent pas forcément un rapport sexuel pour être transmis.
Ça peut être oral. C'est l'exemple de l'herpès, par exemple. Ça, c'est l'exemple facile. Mais c'est pas le seul. C'est vraiment pas le seul, visiblement. Même un postillon, ça pourrait... Peut-être pas à ce point-là, mais des fois, justement, entre bise, machin, etc. Mais parce que ça dépend des classifications, parce qu'il y a franchement, il y a plein d'IST. Hein. C'est un monde merveilleux. Hein. Franchement. Mais concrètement, c'est vrai que le dépistage, c'est un très bon réflexe. C'est vraiment bien. Et alors, évidemment, si en plus, vous changez ou variez de partenaire, alors là, vraiment faites-le. C'est bien pour tout le monde. Hein. En plus, il y a plein de centres. Et il y a plein de centres qui le font gratuitement. Mais bien sûr. Donc, faut en profiter parce que sinon, il y a probablement des pays où c'est ultra cher. Mais oui. Et nous, on a de la chance. Tu as l'Institut Pasteur, c'est direct, c'est facile, par exemple, pour Paris, entre autres. Mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Autre mezzé, les masculinistes. Il y a un livre qui est sorti d'une journaliste qui s'appelle Pauline Ferrari, et le livre s'appelle Formés à la haine des femmes. Ça parle des masculinistes qui ont infiltré les réseaux sociaux. En gros, les masculinistes, on les voit notamment sur YouTube, etc. C'est des gens qui dont le sujet, c'est de dire, voilà, si un homme n'est pas assez fort, c'est qu'il se fait castrer par sa femme, et tu deviens sa victime, tu deviens son chien, et tu fais ce qu'elle veut. Et t'as la militante d'extrême droite Thaïs Descuffon qui elle aussi dit des grosses dingueries du genre pourquoi elle est incroyable. C'est une jeune femme de 24 ans je crois qui était qui était dans l'assaut Génération Identitaire, truc d'extrême droite. Ils avaient fait les Warriors, là ils étaient allés à la montagne faire un cordon humain comme ça en se tenant les mains pour empêcher les migrants de passer. Oh les braves. Mais évidemment qu'il n'y a aucun migrant qui passait par là parce qu'ils ils passent pas par la montagne a priori, la Méditerranée c'est par là, mais c'était juste un effet de voilà, et en plus ils avaient un hélico et tout hein. C'est marrant ça, l'argent. L'oseille et donc elle a mis des tweets du genre une femme doit ressentir que vous êtes capable de violence en cas de danger, sinon elle ne se sentira pas en sécurité à vos côtés. On parle sans arrêt des droits des femmes, mais quand se mettra-t-on à parler de leurs devoirs? Pourquoi est-ce qu'un homme devrait remplir le rôle traditionnel de payer l'addition si la femme ne remplit pas le rôle traditionnel de faire la cuisine et le ménage? Quoi? Et ouais. Alors, on dirait des Amish, c'est ce que Mourad me disait. On dirait des Amish qui auraient le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour dire des dingueries. C'est vraiment ça. C'est une communauté un peu, tu vois, à l'ancienne, arriérée. Donc là, c'est délirant ce qu'elle raconte. C'est ouf ce qu'elle dit. Ça n'a juste aucun sens en plus. C'est Thaïs c'est du Thaïs tout craché hein. Mais après ça c'est marrant parce que souvent dans ces cas-là c'est difficile en fait parce que elle fait un truc qui par rapport au masculiniste ça va pas parce qu'elle prend beaucoup la parole etc, mais le masculiniste lui dit ferme ta gueule en fait. Il dit tu dois pas parler, tu dois faire de la cuisine. Donc normalement remplis ton rôle en fait. C'est-à-dire que sois cohérente avec ton rôle. C'est vrai. Voilà, c'est la cousine, pas faire la cousine, c'est tout. T'es dans un truc chelou en fait, je comprends pas ton. Moi tu parles. Et donc tu donnes des leçons aux femmes de faire ce que toi tu fais pas. Enfin, C'est vrai. Et puis c'est quoi elle vit dans quel monde? Elle vit dans des films bizarres hein. Les mecs ils doivent sentir la violence, mais qui t'a dit ça en fait? Juste on t'a mal appris hein, si tu veux on peut t'expliquer hein. Y a pas de problème hein. Elle est ridicule mais écoute ma foi mais c'est un vrai phénomène hein, parce qu'elle est très suivie en fait. C'est un mélange entre les incels, tu sais, parce que c'est toujours la question sur la misère du désir aussi, qui t'allie à la sorale, c'est vrai, mais incels, c'est les masculinistes. En fait, avant, en fait, les incels, c'était surtout ceux qui sont les involontaires célibataires, en fait. Donc, ils sont dégoûtés de la life, ils sont dégoûtés de la life. Je veux pas être célibataire pour toujours. Bon, je comprends, hein, c'est difficile, mais bon. Mais la vérité, c'est certain, il y a ce qu'on appelle des normes contemporaines, les normes de performance, dont figurent les normes de faire des couples. En fait, faire couple, c'est une sorte de norme, hein, une norme de performance. Comme on dit, il y avait un bon travail de psychologie sociale, tu sais, sur la publicité. Il aura la femme et la voiture, tu vois, des trucs comme ça. Toutes ces, d'ailleurs, ces réifications, comme on dit, c'est-à-dire d'amener les personnes à être des objets, comme des objets de conquête ou des objets de prestige, tu vois, et donc des biens de consommation. Et là, le couple est lui aussi rentré dans un bien de consommation. Tu vois, en gros, tout comme il faut que tu aies une console de jeu, une voiture ou un appart, il faut que tu sois en couple. Et ça, c'est des vraies questions. Par exemple, l'excellente sociologue Eva Illouz a fait un travail là-dessus sur j'ai oublié le titre, c'est La fin de l'amour, où elle a beaucoup travaillé sur ça, sur comme on dit, la consommation des biens émotionnels. Elle a beaucoup travaillé sur ça, sur les sites de rencontres et tout, comment ça. Par exemple, là, je termine là-dessus, tu vois, mais c'est un beau sujet, ça faudra en parler. Ça a fait polémique le site de rencontre. Gliden. Exactement, Gliden. Qui permettait
aux gens mariés de rencontrer. Voilà. Bon, ce qui est génial, encore une fois, c'est ça qui est cool avec la sociologie. Nous, on s'en mêle, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Ouais. C'est intéressant. On a remarqué que 75 à 80% des utilisatrices, et surtout utilisateurs, mais utilisatrices et utilisateurs, sont célibataires. Ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué, et là aussi ça fait des questions, c'est que pourquoi j'ai dit utilisatrices, parce qu'eux-mêmes ils disent ça, ils disent que le premier site pour les femmes. Ben ouais, mais pourquoi? Parce que en fait les femmes qui se prétendent mariées, donc dans une perspective effectivement d'adultère, il y a un jeu de dupes avec un mec qui lui aussi est prétendument marié, alors que c'est même pas le cas des fois aussi. Ouais. Donc ils auraient pu se rencontrer sur un site totalement... mais c'est drôle parce que ça impose une mise en scène qui les pousse à être très smart. Tu vois, très secret, ouais, et très tranquille, on y va doucement, c'est vrai qu'il faut faire attention, etc. Du coup, ça rend la relation plus intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de femmes ont recouru à ce genre de site, parce que, en gros, faut dire la vérité, c'est le truc dramatique, c'est que dans les sites classiques, en fait, t'as plein de mecs complètement tarés. Ouais, c'est qu'ils cherchent que des plans cul. Voilà, exactement. Avec beaucoup d'agressivité dans le sens, pas forcément pour agresser. Ouais, mais c'est dans le sens il veut droit au but. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est vrai que, Mais c'est un vrai sujet, c'est super intéressant. C'est un gros sujet, attention, parce que pas que en France et tout, on a l'amour et la sexualité, c'est un très intéressant. Je note. Il y a le Sénat qui vient d'adopter un texte sur le financement des entreprises de la défense par le livret A. Parce qu'en fait, en gros, à la base, notre épargne sur les livrets A, je ne sais pas si vous le saviez, elle de base, ça aidait à financer le logement social. Et là, en fait, ils proposent que notre épargne puisse financer l'économie de guerre. Donc je pense que voilà. En fait, tu vois, et c'est vrai qu'il y a un truc, on en parle souvent avec Mourad et d'autres potes. Je pense que les politiques arrivent à faire ça parce que les Français n'ont pas d'éducation financière. On ne sait pas trop, tu vois. En fait, si on maîtrisait le fonctionnement de la finance, des banques, déjà on s'appauvrirait moins, et on n'accepterait pas qu'on utilise nos économies comme ça, tu vois, un dévoiement de nos économies. Parce que nous, on nous apprend qu'il faut être propriétaire de sa maison, de faire un crédit, machin. On t'apprend pas à faire travailler ton argent. On te dit qu'il faut épargner. Mais en fait, tu te rends compte que ton argent, en plus, là, ces derniers temps, c'était limite si t'en perdais pas quand tu le laissais sur ton livret A, parce qu'en fait, l'inflation, machin, mon cul. Donc en fait, c'est vrai que le gloubi-boulga de tout ça donne que on se fait avoir, on se fait enfler, quoi. C'est une bonne idée, ça, le truc de l'éducation financière. C'est-à-dire que c'est un des aspects fondamentaux de notre vie. Et on nous apprend pas ça, en fait. D'ailleurs, je me souviens que beaucoup de gens croyaient que quand on faisait SES au lycée, c'est pour apprendre ça, alors que dalle, en fait. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Et même quand EcoG, quand il y a encore économie et gestion. Toujours pas. Pareil, toujours pas. C'est directement attaché aux entreprises. Je me dis, mais quand est-ce qu'on apprend, en fait, le b.a.-ba parce que franchement, ça, c'est vrai. En gros, il y a des familles, donc des gens qui ont des capitaux. Parmi les capitaux économiques, ont aussi des capitaux culturels où ils ont un rapport à l'argent. Ils savent ce qu'il faut faire avec l'argent. Ouais. Et donc, dans un pays démocratique, s'il veut encore le rester, on devrait démocratiser la saine et bonne gestion de l'argent. Après, les gens, il faut ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils connaissent les fondamentaux. Comme on dit, par exemple, s'endetter pour couvrir une dette, c'est pas du tout une bonne idée. Ouais. Sauf que souvent, quand on est pris au coup, justement, on est assez désespéré, et des grosses boîtes en profitent. Ça s'appelle les crédits revolving, etc. Donc, il y a tout ça. Honnêtement, rien que l'identification. Alors, les SES le font un peu, de ce point de vue-là. Mais l'identification de tout produit financier ou tout élément de consommation de ce point de vue-là, franchement, c'est super important. Ça doit être dans l'éducation civique, parce que je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est une bonne idée. Ouais, non, mais totalement. Il y a Mimi Lacorce qui dit en commentaire: je viens de virer l'intégralité de mon livret A et de mon LDD sur mon compte perso. Demain, j'achète du Bitcoin avec l'intégralité de ces montants. La base. Il y a Fred qui dit: videz vos livrets A, moi c'est fait. Il n'y a pas grand chose, mais ça n'achètera aucune roquette. Et il y a Gaël qui dit: c'est pas comme si la France manquait de millions de logements. Ils préfèrent financer la guerre. Oui, non, mais ça. Ouais, non, mais ça, c'est. On en a déjà un peu parlé, mais je crois qu'un jour on va faire un vrai sujet. Je pense qu'on va être un peu obligé sur la guerre. Ouais, sur la guerre, je pense que voilà. Je pense qu'on va se permettre. Et là, avant d'attaquer le sujet principal qui est le Ramadan, on va se faire la séquence préférée du peuple. Je l'ai décrété, mais le peuple m'a rien dit. Mais c'est le no comment. Je lis des news, on n'a pas le droit de les commenter. On commence avec Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui a déclaré que nous devrons faire 20 milliards d'économies et non plus 10 milliards comme il avait annoncé avant.
C'est bien. Ah, pardon. La grande majorité des spectateurs de la cérémonie d'ouverture des JO seront des invités de l'État, des collectivités publiques et du CIO, le comité d'organisation. Et l'enquête d'Aurore Berger sur les associations féministes complaisantes avec le Hamas n'a donné aucun résultat. Je pense que dans le bureau, quand ils lui ont déposé le rapport, ça a dû être un no comment aussi. Madame Berger, voilà les résultats du rapport. On va travailler dur. Voilà. Et elle a fait ça. Alors, la pause neige Ah là là, quelle hamara celle-là aussi. Non, mais vraiment, je suis désolé, mais non, mais la meuf, elle a cru qu'elle tenait un truc. Ouais, son père nous a quittés, qui était quelqu'un de bien, au moins pour sa contribution à Stallone. Improbable. Ouais, c'est ouf. Hein. Ah, bah, des fois, les pommes tombent loin du pommier. Hein. C'est beaucoup trop loin. Là. Alors, dû rester dans la voix. Une voix off. Oui, parce que son père était la voix de Stallone. Ouais, c'est ça. Et il est décédé il n'y a pas longtemps. Force à toute la famille, mais sauf elle. Sauf elle, voilà. Ouais. Le thème du jour, c'est le Ramadan parce qu'il vient de commencer. Enfin, nous on tourne le dimanche 10 mars, mais ça va commencer quand vous allez voir cet épisode. Inch'Allah, ça aura déjà commencé depuis un jour. Dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews le 5 mars dernier, il y a plusieurs bandeaux qui sont apparus à l'écran. Le premier, génialissime. Avec le Ramadan, on craint une explosion des atteintes à la laïcité. Ça pourrait être du no comment aussi. Hein. Ensuite, prière dans les stades pour le Ramadan. Ouais. Ensuite, voile à l'école. Rien n'est vraiment réglé. Et bien sûr, aucune femme voilée était présente sur le plateau pour parler des femmes voilées. Aucune femme voilée n'est présente dans les écoles, en fait, parce que ça fait longtemps que ce problème est réglé. C'est ça, c'est quand si une femme, si une fille vient à l'école voilée, elle ne peut pas rentrer à l'école. Donc voilà, en fait, je me suis dit, tiens, c'est ouf parce que c'est un mois sacré pour 1,5 milliard de personnes dans le monde, voire peut-être même plus. 5 millions de Français, voire peut-être même plus. Oui. Ouais. Et le mois de Ramadan est considéré comme le mois de la charité. On doit s'acquitter, à la fin, on doit s'acquitter d'une aumône, etc. La zakat. Et c'est marrant parce que toutes ces choses-là qui sont quand même plus friendly, plus sympa, plus spirituel, on n'en parle pas. On est tout de suite sur le créneau de oui, est-ce qu'il va y avoir une atteinte à la laïcité, mais une atteinte de quoi? Parce que oui, il y a des gars, ils vont avoir une haleine de Fennec pendant le Ramadan. C'est peut-être ça, c'est une atteinte à la laïcité, peut-être que c'est ça, mais sinon concrètement, c'est quoi ton atteinte à la laïcité? C'est des gens qui vont pas être à la pause déj avec Watt. C'est tout. Vraiment, et encore parfois même ils vont être à côté de Watt parce qu'ils vont dire et toi tu vas être là, non je peux manger devant toi, ça te dérange pas? Il va dire ouais, je m'en fous, c'est bon, tranquille. C'est tout en fait. Enfin je comprends pas, c'est un truc de ouf ils se sont dit putain, en plus ils ont écrit Ramadan. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan, il fallait lire comme ça avec le Ramadan. On craint une explosion haïtienne. Et attends, et ils croient. Et ils croient que quoi. Non mais ils nous cassent les couilles avec ça. C'est-à-dire que le moindre prétexte pour pouvoir s'attaquer à l'islam, aux musulmans. Et après en fait, ce que j'aime pas, c'est que ils vont tout de suite dire que les musulmans ou les islamo-gauchistes sont trop susceptibles, qu'ils se victimisent tout le temps et tout. Mais vous avez vu les lignes éditoriales des chaînes d'infos en continu? Enfin, elles sont en continu sur le sujet. Ça bouge up. Et au bout d'un moment, c'est normal que on se pose des questions, quoi. Et là, je fais le lien avec la question qu'on a posée à ma cousine pendant son entretien de naturalisation. Mais là où t'as super raison, franchement. Ça m'arrête ça. Hein, non, mais c'est ça, c'est que, en fait, t'as vu, en fait, on fait un double effet. Soit on insiste et on appuie et évidemment, on exagère sur les choses négatives, parfois réelles, justement, tu sais, comme tu sais, quand il y a des attentats, machin, etc. On dit ouais, voilà, c'est des dérives, ça c'est les plus gentils, d'autres vont dire non, c'est ça l'islam, etc. Et donc du coup, t'as toute une flopée de certaines personnes qui vont essayer de se justifier ou qui vont essayer de dire non, mais on y est pour rien, machin. Donc ça c'est aussi abusé. C'est drôle. On est à l'heure actuelle dans une configuration où t'as toujours en fait une communauté qui doit se justifier des actes des membres de sa communauté. C'est un peu bizarre en vrai. Hein. Parce qu'on fait pas ça pour beaucoup de communautés en réalité. Ah non. Donc, donc ça, t'as ce côté-là, en fait, c'est ce premier effet sur l'élément négatif. Et sur le point de vue positif, taire le truc positif.
taire quand il y a des choses positives et normales ou bien. Et ça donne, en gros, ça fait un effet de contraste où les gens disent ouais, mais de toute façon, il y en a marre de l'islam. Et t'as envie de dire mais en fait, je sais pourquoi t'en as marre. En fait, mais c'est normal parce que, on t'en parle tout le temps. Qui, en fait, même les musulmans, ils en parlent pas tout le temps de l'islam. Hein. Bah, grave. Vraiment, hein, tu vois, à la base. Et de deux, à chaque fois, on t'en parle quand c'est des problèmes. Donc, ouais, je comprends, en fait. Et alors que si, l'inverse, on en parle moins déjà. Vous êtes déjà plutôt tranquille. Hein, parce que, en vrai, les gens, ils ont rien demandé. Et de deux, mais peut-être t'en parler de manière banale, de dire, voilà, nous allons, à partir de demain, et puis il y a des divergences, il y en a, ils vont faire mardi, commence un mois où qui va... À Mantes-la-Jolie, c'est ça que tu veux dire? Non, Parce que je sais qu'à Mantes-la-Jolie, ils sont toujours à un jour de décalage. Ah oui, parce que non, je sais pas si je suis le Maroc. En fait, c'est le Maroc. Bon. Ouais. Ah oui, le Maroc. J'en parlerai ça, peut-être. Bon, le truc de la détermination, machin. Mais bon, ça aussi, c'est intéressant. C'est une communauté qui est vivante, qui a ses débats intérieurs, etc., ses méthodes, tout. Une lune, plusieurs croissants, bref. Mais concrètement, en gros, c'est de se dire que il y a là, effectivement, c'est un rite qui est très suivi. C'est à la différence, par exemple, des autres rites religieux liés à l'islam, comme la prière ou autre, c'est assez pratiqué parce qu'elle a une grande dimension sociale, et on pourrait même dire socio-culturelle. Je viendrai aussi là-dessus. Donc de se dire, bon voilà, il y a une partie de la population, à la fois de notre pays, mais aussi du monde, qui va pratiquer quelque chose d'assez intéressant, qui ne date pas d'hier, qui ne concerne pas forcément que les musulmans d'un point de vue historique, et de se dire, tiens, on peut se poser des questions sur pourquoi on fait ça, c'est quoi le sens qu'on donne en général, et c'est quoi le sens qu'il se donne des fois. C'est, par exemple, de faire une interview, de dire, oui, voilà, vous pratiquez ça, ouais, pourquoi vous le pratiquez, et tout. En général, il me semble que c'est ça le journalisme. Je sais pas, on va raconter un peu ça. Il y a un truc significatif que j'ai vu concernant le ramadan, c'est à Londres, quand ils ont lancé le ramadan. Là, ils ont fait un décompte. C'était avec le maire de Londres, entouré de tout le monde et tout. Il y a du peuple, machin. Ils sont sur un pont et tout ça. 5, 4, 3, 2, 1. Il appuie sur un bouton et il y a tout un tas de luminaires, décorations pour le ramadan. Tu vois, lumière qui s'allume et tout à Londres. Et en France, on a Gérald Darmanin qui fait une vidéo pour expliquer que pendant le ramadan, ils vont augmenter les surveillances de la police devant les lieux de culte pour protéger les musulmans. Et du coup, ça te donne deux salles de ambiance. Ouais, vraiment, très positif. Ça donne envie. Hein. Alors, il est là. Nos compatriotes vont donc faire le ramadan. C'est un mois qui est important. C'est pour cela que nous allons renforcer la présence policière dans tous les lieux de culte afin de les protéger pendant ce lieu, pendant cette période, machin. Et tu dis, waouh! Oui. Ah, fallait pas, Gérald. Merci, hein, Sinon, tu pouvais le souhaiter, juste le souhaiter, en fait. Non, mais juste souhaite, en fait, cousin, là. Pour nous protéger, Zarma, tu sais, pour vous surveiller, pour protéger. Je te jure. Ah ouais, non mais c'est saisissant. C'est vrai que c'est pour ça que là, par exemple, tu vois, en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à ce sujet-là, si tu vois, justement, on va faire ce que justement on voit pas très peu malheureusement dans les médias. Il y a certains qui le font, il y a un article du Monde, etc. Certains il y a quand même des journalistes qui essaient de faire un peu le métier, d'expliquer ce qu'est le ramadan, et même de faire témoigner aussi des personnes qui vont le vivre, etc. Qui ont l'habitude de le vivre. Et là j'ai plutôt envie de donner la dimension sociologique parce que je trouve que c'est super intéressant. C'est super intéressant, surtout en socio des religions, et puis ça introduit aussi à la socio des religions. D'ailleurs, ça c'est marrant, parce que en gros plusieurs choses. La première, comme le dit même les sources musulmanes, ce n'est pas un rite qui est inventé par l'islam ou par le Coran. C'est un rite qui existe avant. Et c'est même clairement assumé. Et quand tu demandes à des musulmans lettrés c'est quoi la référence du ramadan, ils disent tous oui, les lettrés, ceux qui sont vraiment instruits là-dessus, ils vont dire oui, c'est en référence à ce qui se passait avant. En gros, les musulmans sont convaincus que ceux qui les ont précédés, en l'occurrence les chrétiens et les juifs, ont pratiqué une forme de ramadan. C'est-à-dire, en gros, un jeûne pendant environ un mois. Et d'ailleurs, on le retrouve dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on voit que le Christ a jeûné pendant 40 jours, durant le carême. Et ce carême qui était lui-même, en fait, justement, dans la période pascale, en fait. C'est la période de Pâques. Et qu'à ce moment-là, en fait, qui était la Pâque juive. Donc, dans le judaïsme, on pratiquait également le jeûne. Un jeûne assez long, qui parfois était justement de 40 jours en lien avec Moïse et le peuple qui a erré dans le désert. Et donc, c'est ça, ce qui est super intéressant, c'est que c'est en réalité une pratique super vieille, qui en fait est même bien plus ancienne que les religions instituées que nous connaissons. La piste qu'on a trouvée en fait anthropologiquement et paléanthropologiquement, c'est que les peuples nomades ont mis au point cette pratique
pour prévenir, c'est un procédé super intelligent, c'était pour prévenir en fait les famines. Parce qu'en gros, la meilleure manière de prévenir une famine, c'est pas de se dire que si on n'a plus de ressources, on va serrer la ceinture. Ouais. C'est de faire l'inverse. C'est plus intelligent de se dire, on va se serrer la ceinture pendant qu'on a des ressources, pour que comme ça, en fait, si jamais elle commence à trop diminuer, on arrivera à bien tenir le coup le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'on trouve de nouvelles ressources. C'est la logique du rationnement, tu vois. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est on le voit. L'idée, en gros, parce que jeûner, en fait, c'est de l'abstinence alimentaire. Alors, j'en reviendrai sur les détails même de la forme. Par exemple, pourquoi les musulmans le font comme ça et pourquoi sans eau, sans rien. C'est ce qu'on appelle le jeûne sec. Tu vois, pourquoi on le fait plus? Pourquoi on le fait plus dans le christianisme général majoritaire, et on le fait carrément plus, sauf pendant Kippour, dans le judaïsme rabbinique. Et alors qu'en réalité, en fait, dans la continuation, même historiquement, on a les traces, on voit bien, parce que par exemple, même encore une fois, dans l'Évangile, Jésus parle lui-même du jeûne, comment on fait. Il dit oui, que ça amène à la contrition, mais il va plus loin, il dit que ça ne consiste pas seulement au fait de s'abstenir de boire ou de manger. Et là, tu vois, ça ressemble à un truc que je connais. Mais ça consiste aussi à faire s'abstenir le cœur sur la tentation et je fais en substance sur l'évangile selon Matthieu. Et donc lui-même le pratiquait. D'accord. Donc c'est même d'ailleurs marrant quand tu fais parce que c'est ça qui est amusant avec la socio des religions et la socio-anthropologie. En fin de compte, la Sainte Seine, c'est un ftour en fait. C'est un repas de rupture. C'est un repas de rupture du jeûne. D'accord. Certains disent que c'est un repas qui prépare le jeûne, mais en fait c'est quasiment la même logique. En fait, c'est soit on prépare le jeûne, soit on rompt le jeûne. Et littéralement, en fait, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que on voit ce qui est assez connu en sociologie, ce qu'on appelle la question de la fonction. En gros, tu as une dimension qui est connue en sociologie, c'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme. On l'utilise plus trop ou pas beaucoup dans la sociologie d'aujourd'hui, parce que c'est Durkheim qui a un peu développé ça, avec plus tard Merton. Le fonctionnalisme, c'est de considérer en fait que dans une société, quand tu vois un phénomène, ce phénomène remplit une fonction. Par exemple, justement, la religion, tu vois, indépendamment du système de croyance, de ce qui est dit, etc., elle remplit une fonction. C'est ce qui a amené pas mal de sociologues de parler justement de formes de culte contemporain qui remplissent la fonction des religions anciennes. Pour le dire très clairement, tu vois, quand il y a une compétition, ou des matchs, etc., et que les gens viennent dans le concert, en fait, ça, c'est des communions. C'est des moments, en fait, c'est des grands moments, c'est des grands messes, comme on dit. Ouais, grands messes, où les gens viennent et, en fait, ne font qu'un avec l'événement et partagent une émotion, etc. Ça, c'est une fonction qui était remplie par la religion. D'accord, ok. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de culte contemporain. Tu sais que, justement, j'ai un bon collègue qui a fait un travail sur... lui, il a fait toute une sociologie sur les fans d'Elvis Presley. D'accord. C'est fou. Hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, t'as des gens qui allaient dans ces concerts pour se soigner. Ah ouais ? Ah ouais, non mais littéralement. Et des gens se sont sentis guéris à la suite d'un concert d'Elvis Presley. Ah ouais ? Et ça, c'est religieux de fou, en fait, en vrai. Et en fait, c'est ça, on l'a vraiment constaté. Et donc, c'est ce qui a abondé dans l'analyse de ce qu'on appelle les cultes contemporains. D'accord. Tu vois ? Et en fait, on a plein de toutes les sortes. Et c'est pour ça que quand on dit ça, il ne s'agit pas de faire diminuer la valeur d'un acte ou d'une célébration, ou l'inverse, d'augmenter la valeur aussi d'un autre acte. L'idée, c'est de comprendre en fait justement les mécanismes. Si vous voulez, en fait, les religions ont des rites, des pratiques qui sont elles-mêmes liées à la société et à la culture, et la culture et la société elle-même est influencée par les systèmes religieux. Mais c'est toujours un va-et-vient, c'est jamais dans un seul sens. D'accord. Tu vois, c'est la preuve justement. Qu'est-ce qui a fait que le carême est devenu de moins en moins dans l'histoire chrétienne un jeûne assez strict? Il l'est toujours chez les chrétiens orientaux. Tu vois, par exemple les chrétiens d'Orient, et même les chrétiens d'Orient donc catholiques. Eux, en fait, pendant la carême, ils jeûnent de minuit à midi. Si je te dis pas de bêtises, c'est ça, c'est de minuit à midi. Ouais. Donc là, on est en plein dedans d'ailleurs. En fait, il faut une grasse mat. Après, ils bouffent. Voilà, tu vois. Et t'inquiète, pas mal de musulmans font ça. Surtout que là, en fait, ça va être quoi ? Ça va commencer à... C'est 7h. 7h et quelques, et ça finit vers... 7h moins 10, c'est ça, un truc comme ça. Ça a changé des étés. C'est pas l'été à 22. Ouais, l'été, c'est hardcore. 22 et 4h du matin, c'est terminé. Ça devient difficile. Ça pique avec la chaleur en plus. Sachant que ça aussi, c'est un truc où il y a eu des difficultés d'adaptation, parce que dans le monde musulman, ça n'existe pas, ces horaires-là.
Et ouais, ah bah oui. Et encore plus en Arabie. En Arabie, c'est du 6-7 heures du mat, 18h, 19h le soir. Hein. Ah bah oui, c'est stable. Hein. C'est très, 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 très stable. Mais pourquoi nous, on se retrouve avec des... Bah, parce que heure d'été, et puis on est dans un fuseau et dans une partie de l'hémisphère qui est en fait un peu trop au nord. Et c'est pour ça que ce qui était drôle, je me souviens, il y avait des débats. C'est malheureusement pas assez monté dans les grandes instances dites religieuses, où en fait, donc dans le monde, tu sais que dans le monde, les musulmans français et belges et hollandais avaient la forme pendant l'été, la forme la plus longue et la plus hardcore du jeûne du Ramadan pendant l'été. C'est en gros, ils avaient l'horaire le plus long de la journée. Ça allait jusqu'à 20 heures. Hein. Mais souvent, je me rappelle, j'ai de vagues souvenirs où l'heure l'heure de début de jeûne le matin arrivait bien plus tard que le réel lever du soleil. Oui. Et donc, tu vois, t'étais là, genre, attends, est-ce que normalement je suis censé arrêter de bouffer quand le soleil se lève? Mais là, genre, moi, sur mon application Muslim Pro, il va y avoir écrit 4h57, c'est la fin, c'est Maghreb. Ouais. Et toi, t'es là, tu fais, mais il fait encore nuit, je peux manger ou pas? Tu sais, t'as ce truc. Oui, ça aussi, c'est un débat qui est connu sur la question des degrés, des machins. Parce que moi, je me dis, tout bêtement, à l'époque, ils n'avaient pas l'application iOS Muslim Pro. Ils regardaient. Ouais, c'est littéralement. Ils n'étaient pas à la minute près, quoi, tu vois ce que je veux dire? Certainement pas, non. Et puis, ouais, il y a des trucs en plus là-dessus. Mais ça, c'est quand tu fouilles dans les textes. Ouais. Mais tu vois, justement, mais donc, regarde, le truc, c'est que, donc, France, Belgique, Hollande. Donc, on était littéralement sur des 19h, 20h de jeûne. Hein. C'est énorme. Sachant qu'il y a des gens qui se réveillent pas le matin, machin, donc c'est super long. Et le Danemark, pas si loin, ils ont eu un dispositif, ils ont eu une exemption, ils sont passés à l'heure saoudienne. Ah ouais? Pas à l'heure française. À l'heure saoudienne. Ah oui, saoudienne. Et en fait, ils ont une fatwa et tout qui leur a dit ouais, c'est bon, en fait, vous pouvez faire à 18h c'est tranquille. Pas vrai. Et du coup, t'avais tous les pays en dessous d'eux qui étaient en train de souffrir. Et eux, ça à 18h, ouais, ça se passe bien. On mange bien. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, c'est des constructions religieuses. En gros, t'as le principe, t'as l'esprit. Effectivement, le jeûne musulman sunnite ou chiite, il est pareil en fait, et dans quasiment toutes les obédiences musulmanes. Il y a des toutes petites nuances justement sur la question de l'horaire, mais c'est pas une folie. C'est effectivement ce qu'on appelle un jeûne sec, c'est-à-dire effectivement tu ne bois pas et tu ne manges pas et pas de relations sexuelles pendant la journée. Ça c'est le principe général. Effectivement, quand on reprend par contre le cas du christianisme et du judaïsme, dans le judaïsme c'est simplement quelques restrictions alimentaires. Il y a selon les pratiques et les traditions, parce que les différentes traditions et rabbiniques et non rabbiniques qui ont des ramifications où justement en fait certains vont faire un jeûne pendant un jour particulier ou autre. Donc voilà, il y a une grande diversité. Ça aussi, c'est super important parce qu'il faut que les gens entendent et comprennent que on fait beaucoup de facilité quand on vous dit les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais en fait c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de tendances et plein de groupes. Il y a des phénomènes majoritaires évidemment, et puis mais il y a des phénomènes minoritaires mais qui ne sont pas non plus anodins. Et donc c'est marrant parce que là on est en plein carême, donc c'est la phase du jeûne, hein, c'est considéré comme un jeûne. Hein. Ouais, ma mère elle le fait. Ouais. Voilà, mais concrètement c'est plus court. Hein, c'est une période qui est bien plus courte. L'équivalent, comme on dit, c'est Pessah. Même si c'est plus une forme de jeûne, comme je l'ai expliqué, à part quelques rites. Ouais, c'est plus des restrictions alimentaires. Tout à fait. Et ça va venir, je crois que c'est fin avril, si je dis pas de bêtises, c'est le 22 avril, le Pessah 2024. Mais c'est marrant parce que c'est assez proche. Et d'ailleurs, là où c'est drôle, si tu vois dans l'histoire, c'est que les chrétiens et les juifs, en fait, se basent sur à peu près le même calendrier. De ce point de vue-là. C'est ce qu'on appelle un calendrier lunisolaire. D'accord. En gros, tu détermines les mois par la lune, mais tu continues le calcul de l'année par le soleil. Le calendrier chinois, c'est ça. Hein. Ah ouais? Le calendrier chinois, c'est un calendrier lunisolaire. Ils disent qu'il est lunaire, mais en fait, c'est lunisolaire. Parce qu'il y a une rectification. Et c'est vrai que c'est assez curieux. Il y a une histoire à ça, mais c'est trop long, je ne vais pas l'expliquer. Mais c'est assez curieux parce que le calendrier musulman est un calendrier exclusivement lunaire. En tout cas, aujourd'hui. Il ne le fut pas. Il n'était pas comme ça. Il était lunisolaire avant, au début. C'est pour ça que le ramadan, en fait, était le 9e mois, c'est-à-dire septembre. Tout le temps? Oui. Ça se décalait pas. C'est longtemps, hein, c'est super longtemps. Super longtemps. Ça se décalait pas. Et c'est pour ça que c'était la logique du rationnement. Parce que les cultures en Arabie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une seule, c'est les dates. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des super dates. Et les dates, c'est de octobre à février. Donc, et sinon, l'autre procédé, c'est l'importation de nourriture.
Sauf que donc l'importation, ça marche, hein, il y a des caravanes, mais il y a un moment où les caravanes ne peuvent plus circuler, c'est l'été. Ah oui, trop chaud. C'est vraiment hardcore, impossible, c'est impossible. Et donc, imagine, été, et l'été, c'est la période où il n'y a plus de culture. Parce que dès février, c'est fini. Donc, tu n'as plus les cultures et tu n'as plus le commerce. Tu comprends maintenant la logique aussi, comment a pu se maintenir le ramadan. C'est pour ça que même certains historiens disent que le ramadan était pratiqué avant l'islam, avant le Coran. Mais le Coran va lui donner une autre dimension. Ouais. C'est ça aussi, c'est important. C'est pas quand on dit ça que ça veut dire bah non, c'est juste un truc bidon économique. Non, c'est que il y a un côté pratique, technique, j'oserais dire, et très intelligent, et dans lequel il y a un investissement spirituel. Et on le voit un peu aujourd'hui. Enfin, certains ils trouvent du sens. Aujourd'hui, tu as vu, hein, il y a une comment dirais-je, il y a un engouement général sur le jeûne. Ouais, c'est vrai, le jeûne intermittent. Ouais, exactement. Et c'est intéressant parce que dans la culture musulmane, il y a énormément ces éléments-là. Alors, ils ne sont pas tous vécus de cette façon-là, évidemment. Mais tu vois, par exemple, il y avait un excellent documentaire qui a même donné lieu à un livre, parce qu'il l'a adapté en livre. J'ai oublié l'auteur, mais ça s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie. C'était sorti en 2012. Il y avait un reportage sur Arte de 2012. Vraiment bien. Parce qu'il y a un truc quand même, c'est que le jeûne, c'est quoi ? Si on le définit minimaliste, c'est toute activité d'abstinence, en particulier alimentaire. Voilà. Et ensuite, il y a une grande ramification des différentes modalités. Comme je l'ai dit, le jeûne musulman est un jeûne sec. Donc en fait, tu ne bois pas et tu ne manges pas. Pourquoi il ne buvait pas et ne mangeait pas ? Ça c'est important. Parce que ça peut sembler hardcore. Mais parce qu'en fait, toujours dans la logique de rationnement, pareil, hein, il pleut plus depuis la fin du printemps, au début de l'été. Ils n'arrivent pas à en déclencher là, en lâchant des bombes, je sais pas quoi, là, les Chinois. En tout cas, à Dubaï, ils font ça, je crois. Aux Émirats, exactement. Mais là, je parle du 7e siècle, tu vois. Ah oui, pardon. On va aux origines, tu vois. Bah oui. Non, mais t'as raison. C'est ça. Bah non, mais aujourd'hui, on a de l'eau. Comme on dit, t'amènes un coca glacé au plein cœur du désert maintenant. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de respect. Bref. Et donc t'as des problèmes au niveau de l'eau. Donc, la logique, c'était quoi ? C'était que on peut pas se passer d'eau, mais on peut rationner l'eau. Donc, on rationne l'eau, mais le truc intelligent, c'est consommer l'eau au moment où, en fait, on va pas le dépenser rapidement. Donc la nuit. Tu vas boire la nuit, pas le jour. Parce que si tu bois le jour, ça va vite partir. Ouais. Alors, c'est vrai, par contre, ça montrait qu'à l'époque, c'était plutôt une période off. Hein. Ouais, donc là, les gens ne travaillaient plus. Ouais. C'est pour ça que là aussi, il y avait des réflexions et il y a pas mal il y a des penseurs qui ont écrit là-dessus, qui ont expliqué que oui, il faut faire attention par rapport à, par exemple, certains... Mais ça, c'est depuis très longtemps, depuis les années 80 aussi, des réflexions sur ceux qui font des travaux assez compliqués, assez lourds, exposés, dehors et tout. Parfois, c'est pas besoin d'être l'été, hein, si on est dans des pays assez chauds, disant que, attention, vous pouvez prendre des coups de chaleur, etc., des coups de soleil. Et certains disaient, non, ne jeûnez pas, parce qu'il faut pas se mettre en danger, en fait, par rapport à ça. Il y a plein de dispositifs. Mais tu vois, donc ça, c'est marrant, parce que c'est le côté technique, où on comprend pourquoi le jeûne était sec de cette façon. De l'autre côté, t'as plein, avec les trucs à la mode, t'as plein de jeûnes différents. T'as le jeûne hydrique, qui est quasiment maintenant le plus populaire, avec tout ce que ça peut ramener sur l'idée, tu sais, en gros, tu fais, généralement, il me semble que c'est 48-72 heures, en fait, où tu ne prends rien de solide et tu prends que de l'eau. Et avant de faire cette phase de 3 jours, tu commences par des potages, machin, pour après ne prendre que de l'eau pendant 3 jours. Et c'est... Je ne connaissais pas celui-là. Moi, je connaissais le jeûne où tu bouffes pas pendant 15 heures et puis peut-être après les 8 dernières heures, tu dors, tu manges, ou des trucs comme ça. Mais là, sur 48 heures... Ouais, 48 à 72 heures. Il y en a qui font même un peu plus. Et en fait, ce qui est par exemple certain dans le jeûne hydrique, c'est que le jeûne hydrique, c'est... littéralement, ta glycémie, tu la renouvelles, en fait. C'est de ce point de vue-là, par exemple, c'est très sain. Hein, ça régule bien ton rapport au sucre et au final, là où il y a une vertu, entre autres, hein, j'en reviendrai d'ailleurs là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui détoxifie. Parce que en fait, le corps, en tout cas, ça c'est au moins une des certitudes à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, réagit très bien au jeûne quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé. Après, pour les cas pour les cas curatifs, parce que ça existe, le jeûne curatif, ça, il faut être accompagné par un médecin, quoi qu'il arrive. D'accord. Faut pas faire les apprentis sorciers sur ce sujet, c'est pas une bonne idée. Non, c'est dangereux. Parce que le jeûne peut être très utile, mais dans ce cas-là, il faut bien le faire et bien comprendre son corps. Mais pour la plupart des gens en bonne santé, le jeûne, en fait, le corps réagit bien au jeûne. Parce que, en fait, ça le repose. Il n'y a pas d'ingestion, il n'est pas intoxiqué, etc. Et du coup, en fait, il s'occupe. Et comment il s'occupe ? Il nettoie la machine.
il est en train de revoir ses cellules, etc. Donc le jeûne hydrique, ce qui est pratique, c'est que le jeûne hydrique, c'est que tu peux boire pendant tout le jeûne, du coup tu peux rester longtemps dans ce rythme. Tu vois ? Ah bah oui, là tu peux le tenir. Voilà, le jeûne sec, tenir plus de 20 heures, ça commence à piquer. Ça commence à vraiment piquer. Mais par contre, c'est la bonne contrepartie, c'est que le jeûne sec est très efficace dans une courte période. Pour peu que quand tu romps, tu ne prends pas trop de sucre et tu ne prends pas trop d'éléments alimentaires. Ah, parce que sinon, ça c'est pas bien. Elle va augmenter. Il y a des cas, hein, des médecins l'ont dit, il y a des cas où des gens, avec le ramadan, pour parler de ça, deviennent diabétiques. Parce qu'en fait, ils abordent pas le truc sous le bon angle. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils mangent pas de la journée, le soir, ils vont taper des trucs ultra gras, des crêpes au Nutella, avec un tagine de je sais pas quoi, avec de la glace, et en fait, comme ils font ça d'un coup, un seul, en plus, et pendant plusieurs jours d'affilée, c'est des pics glycémiques de malade mental, mais c'est très mauvais. Ça, par contre, c'est vraiment très mauvais, très 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 mauvais. Surtout si, en plus derrière, il y a certains et certaines qui insistent pour jeûner alors même qu'ils sont malades. Je déteste ceux qui font ça en mode premier de la classe de musulmans. Genre, t'as envie de dire, mais cousin, cousine, il n'y a pas de médaille à la fin si tu ne peux pas le faire, et on va pas te le reprocher. Parce que c'est une question de santé. Le but, c'est pas de finir à l'hôpital. C'est pas ça qui va te donner des hasanats. Mais c'est connu aujourd'hui. En fait, au-delà même du fait musulman, mais ça l'est aussi dans le monde musulman, c'est effectivement, comme tout fait de société, considéré comme un challenge, comme étant une sorte de comme un marathon, comme une sorte de performance. C'est le côté de moi je suis à mon 5e jeûne, j'ai réussi, j'arrive à tenir 20 heures et toi tu arrives. Voilà, ça c'est connu, ça mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant. Et là en plus, j'ai pas parlé effectivement de la dimension qui est également hyper ancienne. Il y a un rapport en fait moral et spirituel très fort. Le premier, parce que souvent il est utilisé pour les enfants, les enfants l'utilisent beaucoup quand on dit pourquoi tu jeûnes ? Il dit c'est pour penser aux pauvres. C'est mignon, c'est très gentil. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que culturellement, il y a clairement cette préoccupation de penser aux pauvres, parce qu'il y a littéralement cette préoccupation d'éradiquer la pauvreté. Ça, c'est important, c'est cadeau, c'est pour tout le monde. Mais concrètement, le principe, c'est plus que ça. C'est que en fait, c'est un rite qui est assez intéressant et qui pose de bonnes questions. C'est le rapport à la consommation. Bah ouais. C'est le rapport au temps. Ouais. Parce que quand tu dégages le temps par le fait que tu ne déjeunes plus, en général, et on se rend pas compte de tout le temps que ça mobilise. Le fait de se dire, attends, je vais me préparer parce que je dois faire un déj là-bas, machin, puis je dois préparer mon plat, ou je dois aller prendre dans telle boutique. Ah bah tiens, on t'enlève ça, allez. C'est bon, on te débarrasse ça de ton logiciel. D'un coup, tu fais... j'ai rien à faire là, tu vois. Et ça, en fait... Alors justement, par contre, c'est encore beaucoup plus pertinent si le soir, tu te goinfres pas. Ouais, bah voilà, parce que là, du coup, en fait, il y a une réduction générale. Et là, pareil, c'est un truc intéressant parce que c'est un vrai sujet de société, la décroissance. C'est-à-dire que du coup, en fait, un mois de Ramadan, pour prendre ce cas-là, mais c'est un exemple, hein, c'est donc un mois de décroissance. Et il devrait être considéré comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on produit moins parce qu'on consomme moins. Et en fait, il y a plein de modèles économiques qui montrent que c'est très pertinent de faire ça. Ouais. Parce que ça rééquilibre les choses, ça redonne du sens à ce qu'on fait. Mais surtout que là, excuse-moi de te couper, mais c'est que y en a, ils sont pas du tout dans cet esprit-là. Je pense à ceux qui aiment bien filmer leurs tables pour les mettre en story, etc. Parce que c'est des tables, c'est des orgies de bouffe. C'est chaud. Et puis après, potentiellement, parfois j'ai déjà entendu des gens dire fini et tout, les gens sont là, j'ai pas faim et tout, et moi je suis là genre tu gardes pour le lendemain. Ah non parce que un tel il aime pas quand on fait réchauffer, il veut que des plats nouveaux chaque soir. L'horreur. En fait c'est quoi le lien avec le Ramadan dans notre état d'esprit? Là il y en a plus. Ouais, c'est la course à la conso quoi. Ah oui, non, mais par contre, il y a eu des chiffres qui ont été donnés même par rapport au pays du Maghreb en particulier, parce qu'au Maghreb, on est sur une dérive là-dessus. Il y a des raisons à ça un peu. C'est parce que, sans faire de victimisation, mais il y a un rapport aussi au bouleversement colonial qui a beaucoup impliqué, parce que c'est très sérieux. Hein, le facteur colonial et le facteur de la pauvreté du prolétariat amènent à un rapport à la nourriture qui est très compliqué. En gros, pour être très clair, quand en fait on est issu d'une de ces deux réalités, et encore pire si on est issu des deux réalités, on a forcément un rapport très déséquilibré à l'alimentation. Parce qu'en fait, l'alimentation a au moins à ce moment-là une fonction de réconfort. Tu vois ? Et enfin, même un système de rebond. Tu vois, t'as été privé longtemps. Et quand tu sors de cet état de privation, hop, l'effet rebond, en fait. Ça y est, tu te déchaînes. Tu te déchaînes. Tu te déchaînes. Tu le vois aux États-Unis, avec les Afro-Américains. Quand les Afro-Américains, ça améliore leur vie, leur mode de consommation devient très flippant.
Tu vois, tu le vois avec les mondes ouvriers, quand les gens sortent, par exemple les enfants sortent de leur origine ouvrière, tu le vois dans leur mode de consommation, vraiment. Et s'ils ne compensent pas par des trucs assez draconiens comme beaucoup de sport ou je ne sais quoi, tu le vois tout de suite, ça prend un coup dans leur corps, etc. Et c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre de rite, il pose des questions parce qu'il interroge justement notre rapport à la consommation, mais notre rapport à la frustration. Tu vois, c'est de se retenir. Tu dis, tiens, je vais me retenir. Il y avait un truc que j'avais envie de faire, je vais pas le faire. Et ça, c'est pas propre à l'islam d'ailleurs. Hein. Tu vois, c'est le principe même de l'abstinence. Et ça, on le retrouve un peu partout. La plupart, par exemple, des penseurs bouddhistes disent que eux, ils pratiquent un jeûne en général permanent. Ne serait-ce que le fait de se retenir de manger de la viande. Ah ouais. Ouais, tu vois. Ah ouais. Et certains, des fois, il y a certaines formes monacales du bouddhisme qui sont parfois un peu extrêmes sur ce sujet, où ils font des jeûnes extrêmes, c'est-à-dire abstinence totale pendant de très longues périodes pour éprouver leur corps. Bon, c'est un peu chaud, hein, ouais. mais c'est pour dire que l'humanité a vraiment utilisé cet outil du jeûne comme étant quelque chose qui à la fois est technique, ressources, rationnement, etc., mais aussi spirituel et moral. Et là aussi, sur la question de l'excès de tout, pas simplement de la consommation, mais l'excès de manière générale. Parce que si tu apprends à te priver du nécessaire, tu comprendras, tu arriveras facilement à relativiser le confort. Ah oui. Tu vois. Ouais. Et ça donne au moins, c'est pas pour devenir des moines tous et vivre dormir sur des nattes. Hein. C'est qu'en fait, c'est d'arriver à se dire que quand on a un truc sympa, on arrive à mieux en profiter, à mieux le sentir, à mieux le valoriser. On donne plus de valeur aux petites choses qui peuvent être sympas, qu'on apprécie. Et ça, tu peux le demander à ceux qui jeûnent. Hein. Les sens sont décuplés. Hein. Ils sentent tout, ils entendent tout, on devient des sentinelles. Hein. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que comme on disait, tu vois, sur la question des fonctions religieuses, c'est que la religion, en fait, va utiliser des éléments sociaux pour lui donner une fonction spirituelle, et l'inverse, la société va utiliser des fonctions spirituelles pour lui donner une fonction sociale. Parce que c'est pour ça que, de fait, c'est vrai, dans la plupart des pays musulmans, dans la plupart des familles musulmanes, c'est des jours de fête. C'est-à-dire que franchement, c'est 30 jours la fête. Hein. Ça, c'est clair. Mais comme on dit, c'est pas une fatalité que ce soit de la surconsommation et du gaspillage. Hein. C'est pas obligé hein, que si on fait un aspect festif, on est obligé de surconsommer. Ouais, on peut garder l'aspect festif, hein, mais doucement, tranquille. Ouais. Parce que si les gens ils veulent fouiller dans les vieux textes, à l'époque de là où le Ramadan a été mis en place, la rupture, c'était pas un apéritif. Hein. La rupture du jeûne, c'est des dates. Point. Ah ouais. Non, mais oui. Mais le contexte, hein, c'est 2-3 dates et c'est bon. Allez, bonne nuit. C'était super. Et là, tu peux dire que fallait être très chaud. Hein. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve ça, quand on prend le regard sociologue, tu vois vraiment, et même philosophe sur cette question, tu te dis. En fait, c'est intéressant de voir, même s'il y a du mimétisme, les gens, c'est un peu moutonnier, tout le monde le fait parce que tout le monde le fait, tout ça, la tradition, tout ça, mais c'est quand même intéressant qu'une pratique reste assez vigoureuse aujourd'hui, qui consiste à s'abstenir de faire quelque chose, qui consiste à arrêter de consommer, ne serait-ce qu'un instant. Tu vois, si c'est au moins dans la journée, tu dis c'est intéressant à observer. Ça pose des questions sur la société, ça montre quelque chose qui pose de bonnes questions à tout un tas d'enjeux et de problèmes. Et de l'autre côté, si on approfondit aussi sur cette question philosophique, c'est aussi, tu sais, le rapport à la santé, où on a ce réflexe, tu sais, de se dire, là aujourd'hui, dans notre rapport à la santé, j'ai un problème, tu vois, par exemple de santé, je dois prendre quelque chose. Ouais. Or, en fait, on se dit, mais peut-être que des fois, c'est d'arrêter de prendre quelque chose qui peut être la solution. Et c'est la piste du reportage qui est vraiment géniale sur ce sujet. Par contre, il faut dire la vérité. Pourquoi, alors qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit en annonce, au moins 1 milliard de personnes, c'est franchement pour de vrai, hein, au moins 1 milliard, parce qu'il y a la totalité, mais pas tout le monde de jeunes, mais 1 milliard, environ 1 milliard, 600 millions, 700 millions d'humains pratiquent le jeûne. Tu sais qu'à ce jour, on n'a pas de vraie étude complète, sérieuse, et je dis au pluriel, hein, étude complète et tout au pluriel, de tout ce que ça apporte, ou que ça n'apporterait pas d'ailleurs, parce qu'on est ouvert. Hein. Et là, tu te dis, peut-être parce que c'est surtout parce qu'il y en a, ils n'aimeraient pas. Parce que tu t'imagines le concept, t'es malade, tu prends pas de médicaments. Tu vois, l'ordonnance, c'est au jeûne. Allez, pendant 2-3 jours, tu vas voir, ça va te faire du bien.
Et c'est la même, tu sais que c'est la même réflexion que disait l'expert dont on a parlé la dernière fois sur le sommeil, qui disait que normalement, mais lui il disait ça, il faisait vraiment une invocation, il appelait les médecins à prescrire à leurs patients le sommeil. Alors dire ouais, ils se sentent pas bien, prescrivez-leur du sommeil. Quand vous avez quelqu'un qui est migraineux, il dit c'est pas normal d'être migraineux plusieurs jours. Hein. Il dit bah normalement dites-lui tu dors pas assez, dors. Et je te fais une ordonnance, tu dis ça à ton patron ou je sais pas quoi, et tu dis voilà j'ai besoin de dormir. Et là parce que on l'a repéré chez les animaux, ce n'est pas ordonné de la même façon que les êtres humains, mais chez les animaux effectivement il y a des pratiques de jeûne curatif. Il semblerait que l'ours, quand l'ours prend un truc qui est toxique ou ben en fait il se met à jeûner. En fait, l'hibernation, c'est un peu... C'est un jeûne, c'est vrai que c'est un jeûne, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est exactement ça. Et il y a pas mal de créatures, en particulier des mammifères, on a peut-être repéré ça aussi chez certains volatiles, qui pratiquent des jeûnes. Alors, il y a des débats chez les chercheurs qui disent que c'est pas de la privation, c'est plutôt ils sont exposés à une absence de nourriture, donc ils se débrouillent. D'autres disent non, c'est vraiment pensé. En gros, ils se disent non, là on va arrêter, c'est le bon moment d'arrêter, et ensuite on reprendra plus tard. C'est très intéressant, c'est un débat que je trouve rigolo. Ouais. Mais donc voilà, c'est de se dire que c'est quand même marrant de se dire que probablement l'un des rites les plus spectaculaires, parce que c'est quand tu réfléchis philosophiquement, c'est spectaculairement invisible. Bah, c'est ça. Ça se voit pas quand quelqu'un jeûne. Bah non. Principe. En tout cas, merci de nous avoir expliqué ce que ça apporte et ce que c'est réellement et pas tu vois le démystifier, on va dire. Ouais. Et puis de le remettre dans son contexte, de lui redonner son lien avec l'histoire par rapport son lien croisé avec les autres religions, ça aussi c'est important et c'est comme ça qu'on aurait aimé entendre parler en gros je pense que ça aurait été du Ramadan, voilà, vrai, et pas tout de suite sous le prisme de laïcité machin mon cul. En tout cas, merci mille fois de nous écouter, de nous donner de la force, toujours content de discuter avec le Dr H, Mani évidemment qui n'est pas venu nous voir aujourd'hui, tiens, Iboud et toute l'équipe qui bosse sur CKR. Merci à ma chérie Gaëlle, au showrunner Mourad et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de CKR. On est ensemble, ça bouge pas.